Il y a un chien bizarre qui aboie là. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Culture Pote, votre podcast culte pote préféré. Je suis Mox. Et je suis Stain. Et on est là pour vous parler. On est là pour piocher des sujets. Et lui, il est prêt. Quoi ? C'est moi. Je savais plus si c'était toi ou moi qui te fait piocher. On s'en fout, c'est toujours la même chose de toute façon. Bah ouais, mais c'est bien de faire chacun son tour. C'est vrai. C'est donnant-donnant. Mec, c'est incroyable ce qui se passe. Ok, bon. Hors champ, je t'ai parlé du sujet. Juste avant qu'on tourne, je viens de te parler du sujet là. Il y a 5 minutes. Masque. Non, mais presque. Copra. Ouais. Wow, ok. Wow. Alors. Copra. Alors apparemment tu m'en parles tout le temps, mais à chaque fois j'oublie. Alors. Qu'est-ce que c'est Copra ? J'ai plein de trucs à dire sur Copra. C'est Ok. c'est vraiment mon comics préféré. Déjà. Quoi ? Attends. C'est vrai ça ? Oui. Il est pas sûr. Bah. En vrai, je te le dis toujours que mon comics préféré c'est The Boys, mais Copra est objectivement vachement mieux. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que tu veux décrire de Copra ? Tu veux parler de l'histoire avant ou tu veux décrire en fait, un petit peu le contexte de la sortie ? Ouais, je peux parler un peu de tout. Copra, c'est... En fait, c'est même pas vraiment un comics, c'est genre une expérience visuelle. En fait, Copra, c'est... Je sais même pas par quoi commencer. Si, peut-être que ça va vous aider à comprendre pourquoi j'aime autant Copra, si je vous raconte comment j'ai découvert Copra. On était en 2021, je crois. 21 ou 22. C'était Angoulême. La première fois que j'allais au festival d'Angoulême. Je pense que c'était un des meilleurs week-ends de toute ma vie. Je suis un mec anti-festival. Je déteste les festoches, je déteste les conventions. Angoulême, c'est l'exception. D'accord. Angoulême, c'est trop bien, même si on parlera pas des dramas qu'il y a chaque année à Angoulême. Je suis pas au courant, donc on va dire. Tous les ans, il y a des dramas horribles qui gâchent un peu le festival. Ah oui, ok. Ouais, mais sans parler de drama, le festival en lui-même est incroyable. Et cette année-là, bah moi c'était un rêve de gosse qui se réalise parce que du coup, je pense que vous l'avez deviné en écoutant les émissions, mais je suis archi fan de BD. Et ouais. Du coup, forcément, c'est un rêve de gosse quand t'es fan de BD d'aller à Angoulême. Oui. J'y suis allé 2 jours. En vrai, on a pu faire qu'une seule journée parce qu'on avait des places que pour un jour. Et en fait, alors du coup, toi, tu sais pas comment c'est fait Angoulême. Pour les gens qui sont pas allés, je vais expliquer. En fait, le festoche, c'est pas un chapiteau comme dans un Japan Expo ou une Geek Days. C'est plein de chapiteaux différents dispatchés dans tout Angoulême. Donc en fait, l'idée, c'est que toi, tu vas aller te balader. Et t'as genre le chapiteau manga, t'as le chapiteau comics, le chapiteau indé. Tu vois, ce genre de choses. Ok. Et moi, en tant qu'auteur indé, ce que j'aime aller voir, c'est le chapiteau indé, pour découvrir un peu des petites pépites planquées en BD. J'y étais allé d'abord pour voir Geoffroy Monde, d'accord, qui est mon auteur de BD all time. Vous le savez, vous avez vu l'épisode sur Geoffroy Monde, vous avez vu ma vidéo sur La Voix de Zazar également. Lien en description. Qui est un classique de YouTube, évidemment. Actuellement, il est à 200 milliards de vues. En effet. Effectivement. Ce serait bien. Ce serait bien. Allez les voir là, dépêchez-vous. Et en attendant Geoffroy Monde, j'ai fait un petit tour dans le chapiteau indé qui est incroyable, qui est pour moi le meilleur chapiteau d'Angoulême. Il y a plein de trucs de fous, des mecs qui font des sculptures au milieu du truc. Enfin, en fait, il y a vraiment un côté un peu Burning Man dans le chapiteau indé en fait. T'as vraiment la sensation que c'est des mecs qui sont là. En fait, j'ai la sensation que le festival d'Angoulême, ils ont dit aux gars du chapiteau indé, bah là vous avez un truc, on vous le laisse et on le reprend à la fin. Amusez-vous. Démerdez-vous. Trop bien ça. Et c'est vraiment comme ça qu'il est ressenti. Et c'est trop bien. La vibe du chapiteau indé est incroyable. Et donc en baladant dans le chapiteau indé, je tombe sur un petit stand d'une maison d'édition qui s'appelle Delirium. Et les covers des comics m'intriguent. Ouais. Tu vois, genre elles sont un peu originales et tout. Et j'étais notamment, l'œil était attiré sur le comics The Mask qui était dessus. Et j'en avais déjà entendu parler du comics The Mask, je voulais le découvrir. Donc du coup, forcément, je guette un peu, je me rends compte qu'il est dispo en français, ce que je ne savais pas du coup, avant ce moment-là. Oui. Et ils ont commencé à me parler un peu de leur maison d'édition à eux. Alors c'est super intéressant, en gros le délire c'était qu'à la base, cette maison d'édition, elle est faite pour ressortir des classiques un peu niche. Donc, exemple, The Mask, Judge Dredd, en fait tout ce genre de comics qui sont plus cultes par leurs adaptations que par l'œuvre d'origine. Oui. Et en fait c'est eux qui les ont sortis. Très bien. Et dans cette maison d'édition, il y avait un auteur qui était mis en avant plus que les autres,
qui s'appelle Michel Fif. Michel Fif, pour moi, c'est un génie de la bande dessinée. Ce mec est beaucoup trop fort. Et donc à l'époque, il était mis en avant pour son comics qui s'appelle Panorama, dont on va parler sur ma chaîne YouTube un jour, je pense, parce que c'est trop incroyable, Panorama. Et si j'ai bien compris, c'est son premier comics édité. Mais ils m'ont parlé d'autre chose. Les mecs m'ont parlé de Copra, du coup. Et alors, Copra, c'est... Ouais, c'est une expérience. Tu vois l'épisode sur Mad God, où je disais qu'il y a un contexte pour lire Copra, pour mater Mad God, bah c'est pareil, il faut un contexte pour lire Copra, parce que je vous jure, si vous êtes un mec qui connaît pas trop l'univers des comics ou de la BD en général, ou qui n'est pas affilié au monde de l'art, Copra, vous allez trouver ça, mais pourri. Mais vraiment pourri. Okay. Il faut être fan de mise en page, de réflexion, il faut apprécier le découpage, il faut vraiment avoir ce côté... Il faut pas juste lire un comics pour lire un comics. Il faut avoir ce côté, savoir lire entre les lignes et savoir déchiffrer ce qu'il racontait. Okay, ouais. Et Copra, c'est vraiment un exemple type de ce que c'est. Du coup, de quoi ça parle Copra ? En gros, Copra, c'est une organisation qui a été fondée par une espèce de chef du FBI un peu planqué. Enfin, c'est un pan du gouvernement dont on parle pas, tu vois, qui s'occupe de trucs un peu secrets, c'est ça, voilà. Et elle a réuni une équipe de psychopathes, de vrais psychopathes, pour gérer des missions extrêmement dangereuses que des gens du gouvernement ne font pas. C'est Suicide Squad. C'est Suicide Squad. C'est Suicide Squad. Suicide Squad, ouais. C'est Suicide Squad, mais en version réaliste et bien. Ok. Après, il y a des bons trucs de Suicide Squad, oui, parce que les adaptations sont un peu nulles. Wow, il y a une bouteille qui est tombée. Pourquoi c'est Suicide Squad, mais en bien ? Parce que, en fait, les membres de cette équipe ont des réels problèmes pathologiques. C'est-à-dire qu'il est parti se renseigner sur comment fonctionne un vrai trouble sociopathe. Ah ouais. Et du coup, on suit un vrai mec qui a des troubles sociopathes. C'est dingue en vrai. Voilà, il s'est renseigné sur tous ces trucs-là. Donc c'est des gens qui ont des vrais problèmes psychologiques, ce qui rend déjà un petit plus dans le comics, mais ce qui est encore plus fou, c'est qu'ils leur ont filé des super pouvoirs. Oh ouais. Donc il y a 2-3... En fait, il y a vraiment... cinglé. Il y a un ersatz de Iron Man. Donc c'est un mec dans une espèce d'armure de fou. Et en fait, c'est un gamin de... Je crois il a genre 15-16 ans. Et il a des problèmes avec sa famille et tout. Et en fait... il a fait des maisons de correction, etc. Et en fait, le gamin, il a juste des problèmes sociaux. En fait, il n'arrive pas à s'intégrer à la société, et ça fait que ça devient une espèce de Jeffrey Dahmer. Il n'y a pas le côté tueur en série derrière, mais en termes de glauque. Tu vois, sur ce genre de mec à qui tu veux pas parler, tu vois. Est-ce que tu dirais que c'est un enfant innocent, vivant, avec des problèmes d'adulte ? C'est un peu ça, Maître Gims. Un enfant avec des problèmes d'adulte. Bref. Et voilà, donc du coup c'est... Donc ça c'est le speech de Copra, qui en vrai est déjà cool en soi, mais qui est pas non plus oufissime. Là où Copra ça se démarque des autres comics de base, c'est le dessin de Michel Fif et sa mise en scène. En fait, Michel Fif, il a pris des pages de comics, blanches, vierges, tu vois, des pages vierges. Très bien. Et il a dit, fuck it, je fais ce que je veux et je vous emmerde. Bien ça. Et du coup, visuellement, il y a des gens qui vont trouver ça mais abominable. Genre, vraiment, je sais qu'il y a très bien que Copra, si c'était grand public et vraiment connu, ce serait le genre d'œuvre qui divise des gens, un peu comme The Boys. Tu vois, où The Boys, il y a des gens qui disent, ouais, c'est trop trash, l'histoire elle pue la merde, machin. Copra, ce serait pareil. Parce que visuellement, tu sais quoi, regarde. Pendant que je te raconte, guette les pages de Copra. Ça marche. Déjà, la couve, elle est un peu chaotique. Je trouve. Ouais, mais c'est ça, en fait, c'est chaotique à l'intérieur. Ah ouais, c'est fait avec du crayon et tout. Ouais, c'est fait sur du papier canson, au pastel. Et en fait, il y a vraiment une des idées de DA de fou, avec des persos qui rentrent dans le décor, des cases qui vont aller suivre le personnage en lui-même, des doubles pages qui vont se mélanger entre elles. En fait, c'est vraiment un délire où il est parti dans des kiffs de direction artistique, de mise en scène, de mise en page, de découpage, où il a pété un câble et il a dit « Je me fais kiffer, je raconte ce que je veux ». Et c'est vrai que des fois, c'est un peu dur de comprendre ce qui se passe dans Copra. Ouais. Et je vois t'es choc-barre de ce que tu vois. Là. Je vois, il y a pas d'œil, il est trop marrant. Genre, ah oui. C'est genre Sylvester Stallone. Non. Steven Seagal mais sans œil. Et bah lui c'est l'équivalent de Deadshot dans la Suicide Squad, tu vois. Ok.
Mais ouais, franchement, en fait, je sais pas. Il y a des persos, ils ont l'air semi-réalistes, d'autres qui ont l'air cartoon. Ouais, en fait, il s'est tapé un kiff de fou sur les persos et la DA et tout, et genre, il y a plein de délires. Là, il y a des formes géométriques, il y a des gros plans sur bouche, il y a des trucs bizarres. Ouais, il y a plein de pétages de plomb dans Copra qui font que le comic, c'est vraiment incroyable. Alors, c'est pas mettre entre toutes les mains, je trouve. Bah, tu vois, rien que toi qui check vite fait, et je pense que tu seras d'accord quand même pour dire ça, tu vois. Ouais, même si toi, je sais que c'est ton délire. Ouais, je pense que t'aimerais bien sur le truc. En vrai, je pense, j'aimerais bien. Il y a un mec, on dirait, il est sorti de Puka. Ouais. Il y a des robots, il y a des trucs. Franchement, ouais, ça a l'air cool, mais je comprends que ça pourrait diviser beaucoup de gens. Ouais, en fait, ça tire plus sur le roman graphique que sur le comics. Dans le sens où c'est vraiment une vision d'auteur, tu vois. Ouais. Genre, ça se voit, ils avaient pas un éditeur derrière qui les poussait au cul pour ouais, non, corrige ça. Ouais, c'est ça. Le mec s'est fait kiffer et il est parti en couille et il a fait ça. Et c'est trop bien en fait. Et par beaucoup d'aspects, ça me rappelle un comics qui a un peu mieux marché, même si c'est pas non plus incroyable. Je pense que c'est surtout connu par les gens un peu niche dans le comics, mais qui est sorti quelques temps après, qui s'appelle Cancor. Et on avait déjà parlé avec Ellie Horchamp sur l'épisode. Je le vois dans ta bibliothèque là. Ouais, bah voilà, Cancor ça ressemble beaucoup. Et Cancor par exemple, c'est un peu cette DA aussi de Copra très chelou de remise en question de l'artiste et de plein de choses comme ça. En fait, vraiment, Copra, je pense que c'est l'œuvre de comics qui m'a le plus traumatisé en fait. Ok, mais je vois du coup le nom du gars, Michel Fif, c'est bien français, hein? Non, c'est espagnol. Ah, ok. Enfin, en fait, moi je dis Michel Fif, mais je crois que ça se dit Michel Fifé. Michel Fif. Je pense que c'est. Parce qu'en vrai, du coup, c'est Miguel Fifé, tu vois. Et le mec a, si j'ai bien compris, il a fait de la cover alternative sur du Superman et du Batman. Il a fait quand même. Il a fait des gros trucs aux States. Moi, je le connaissais pas avant Copra et je sais pas ce qu'il a fait exactement à côté. Je le connais surtout pour Copra. Mais pour moi, Copra, c'est genre. Clairement, je pense. En fait, ouais, je pense que c'est mon comics préféré, tu vois. Ok. Je pense que ça se tape facile avec The Boys, tu vois, en termes de kiff. Mais The Boys a ce truc un peu trop grand public. Oui, c'est bien ce que j'ai dit. The Boys a un truc trop grand public vis-à-vis de Copra, qui a vraiment une vision d'auteur et une vision de. En fait, Copra, c'est ce que j'aime dans le comics et la BD. C'est ce délire de. Il veut pousser les codes de son travail, de son milieu, au maximum, tu vois. Il est en mode, ok, en BD, je peux briser le 4e mur, et ben je vais le briser à mort, tu vois. Il est genre, ok, tu vois, il y a un passage, je crois que c'est dans le tome 3, où les personnages poursuivent le gros méchant de l'arc, tu vois. Et en fait, ce gros méchant, son pouvoir, c'est de switcher entre les dimensions. Et pour le suivre, en fait, ce qu'il a fait, c'est que les cases ont été dessinées comme si c'était en 3D. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, t'as la case qui est genre... En fait, t'as ta page qui est genre... Bah, du coup, vous voyez pas l'écran, mais je montre pour Maxime. T'as la page qui est plate, et en fait, elle se décale un peu. Et du coup, il fait une mise en avant où il va resserrer la case un petit peu comme si c'était une espèce d'équerre. Et le perso va rentrer dedans. Et en tournant la page, tu te rends compte que le personnage, en fait, il ressort de l'autre côté. Et en fait, la course-poursuite se fait de case en 3D. Avec les persos qui sautent dessus. Donc vraiment le mec est parti super loin. Franchement, ça doit être trop galère à représenter en plus. Ouais, c'est trop compliqué. Mais le mec fait ça à la perfection. Et chaque tome aura une DA et une envie particulière à travailler, tu vois. Le tome 4, c'est un des membres de Copra qui les trahit tous. Et ils vont partir à sa recherche pour le retrouver. Et en fait, c'est une course-poursuite sur une centaine de pages. Et en fait, tu comprends qu'en fait, depuis le début, il y a un mec qui a intégré Copra, mais volontairement, parce que le gars-là l'avait trahi. Et en fait, tout le flashback est raconté en aquarelle, où t'as juste des fonds noirs et des silhouettes derrière. Ah ouais. Il y a vraiment une idée de vouloir se développer en termes de DA, tu vois. C'est trop cool. Ouais. Et il y a plein d'idées comme ça, et c'est incroyable. Et malheureusement, je pense pas qu'on aura de suite, parce que Copra s'est terminé aux States, en 8 tomes, depuis quelques années maintenant. Et le tome 4 est sorti il y a déjà 2 ans en France, et il n'y a toujours pas de news d'un tome 5. Comment ça se fait? Bah, je sais pas, je pense que ça marche pas assez, hein. Copra, c'est beaucoup trop, c'est tellement niche, Copra. Enfin, je veux dire, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui connaissent. Alors, je sais qu'il y a le youtubeur Comics Race qui en a parlé dans un podcast. Donc, ça va peut-être aider à le faire un peu remonter, mais j'en sais rien. Mais franchement, j'espère qu'on aura une suite, j'espère qu'on aura la suite un jour, parce que c'est vraiment trop incroyable. Et pour moi, Copra, c'est genre. En fait, c'est la BD que je conseillerais à des gens
qui me disent que la BD c'est un truc de débile pour des débiles. Genre, mais lisez Cobra les gars, en fait, vous allez comprendre c'est quoi une vraie BD intelligente. Très bien. C'est vraiment incroyable. Voilà. Très bien. Bah écoutez, si vous, Foncez sur Cobra. si vous sentez l'étoffe de quelqu'un qui pourrait apprécier Cobra, foncez. Vous ne regretterez tellement pas. Ou alors vous regretterez amèrement, mais au moins vous aurez ressenti quelque chose. Exactement. Et ça, ce serait pas le but de l'art, finalement. Exactement, et Cobra c'est de l'art au final. Mais qu'est-ce que c'est beau. Je C'est suis très beau. sûr qu'on va tomber sur un sujet tout aussi beau. J'espère. Le caca, mais non. Les nouilles. Wow, wow. Alors, nos Disney Pixar préférés. On aime déféquer sur Disney, mais au final, est-ce qu'on les aimerait pas un petit peu quand même? Oui. Oh, le silence, j'ai cru que... Bref, bah écoutez, si vous suivez l'émission, vous savez très bien que l'un des Disney qu'on a en commun avec Alexis, qu'on adore, c'est La Planète au Trésor, l'époque où Disney voulait innover un petit peu. Du coup, est-ce qu'on le compte dedans? Non. Je sais pas. Bon, La Planète au Trésor, c'est trop bien, allez le voir. C'est le voir. De toute façon, il donne nos sujets, non? Il y en a au moins nous deux qui l'a mis, je suis Je sûr. pense. De toute façon, ça suit l'histoire de l'île au trésor qui est retranscrit dans un futur lointain, un peu steampunk. Mais ouais, c'est cool. Moi, j'ai pas vu l'Atlantide, mais je sais que c'est l'un des Disney les plus aimés Les aussi. plus aimés, ouais, il est très cool, l'Atlantide. En fait, ça fait partie de ces duos qui avaient été un peu boudés par Disney et que les gens ont pas trop compris pourquoi, parce que c'est vraiment, vraiment ouf et ça a une ambiance plus bresson que les autres Disney. Oui. Moi, c'est ça que j'ai aimé. J'avoue qu'en termes de Disney pur, j'ai pas de trucs que je kiffe, à part ces deux-là, évidemment. Ouais. Moi, j'ai jamais vraiment regardé de films Disney de princesse. Hein. J'en ai vu quelques-uns quand j'étais petit, mais c'était pas vraiment ce qui m'intéressait. Mais plus récemment, j'ai regardé quelques films comme ça qui étaient plutôt sympas, je trouve. J'ai bien aimé Réponse, en vrai. Il Moi est cool. Sinon, Vaiana, il était sympa, mais je trouve que l'histoire, elle est pas si folle que ça. Pareil. Vaiana, pour moi, c'est sauvé par la chanson Bling Bling qui est incroyable. C'est pas faux. Et j'ai cru que t'allais dire aussi par The Rock, mais bon. Bah ouais, mais moi je l'ai vu en VF. Ouais, bah il y a quand même levé le sourcil. Il y a le levé de sourcil, ça c'est bien, c'est bien. D'ailleurs, Vaiana qui aura un remake live. Je ne comprends pas l'intérêt. Moi non plus. Et pour avoir vu des images de tournage où The Rock est dans une sorte de bodysuit de muscles bizarres, ça risque de pas être fou. Mais bon, on verra bien. Sinon, à part ça, on va passer à Pixar, hein, parce que Disney pur. Comme on disait dans Disney. Bah, si, Disney, il y a des trucs récents qui sont cool. Encanto, c'était bien. C'est vrai. Franchement, moi je suis allé au cinéma en attendant rien. Et franchement, j'étais très agréablement surpris. Ouais, Encanto, c'est très cool. Coco, c'est Disney aussi. Je crois que toi, c'était un peu Coco, plus mitigé que moi, mais moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, en vrai, j'ai bien aimé un peu sans plus, mais sinon c'est bien. Et sinon, il y a quoi? Il y a après les vieux classiques. Les Hercule, c'était super cool. Hercule est cool, ouais. Cusco, c'est un peu divisé les gens, mais moi, j'ai bien aimé. Attends, c'est Disney? Cusco, c'est Disney. Je sais plus. Si, Cusco, c'est Disney. Hein. Ok, ça marche. Bah, Cusco, c'est Disney. Je te crois, mais je l'ai pas vu moi. Passons à Pixar. Aladdin est bien. Aladdin est bien. Tarzan, je l'ai vu récemment, j'ai bien aimé. Après, de la dire que c'est mes préférés, j'irai pas jusqu'à là non plus. Non, c'est sûr. Par contre, j'adore les chansons. En fait, je pense que j'ai préféré les chansons aux films en eux-mêmes. Bah en fait, Disney, j'ai l'impression que c'est vraiment axé sur la chanson. Forcément, c'est des comédies musicales, Oui. mais tu te rappelles plus des chansons que du film en soi. Clairement. Bah, surtout que en soi, les films, ça se résume en 3 lignes, quoi. Mais bon, comme on dit, C'est des remakes de trucs des contes, ouais. assez populaires, tu vois. Ouais, c'est ça. Mais comme on disait dans notre épisode de Disney, c'est bof. Disney, c'est souvent très beau, très bien, mais très mid aussi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, passons au Pixar, en effet, oui. Et là, ça va être beaucoup plus dur de trancher. Pixar qui a, franchement, disons-le, foutu une branlée monumentale avant qu'ils se fassent racheter par Disney. Du coup, au début de leur début, du coup, dans les années 90 jusqu'à mi-2000, voire fin 2000, je dirais,
où ils étaient vraiment au top du film d'animation. Comment ne pas citer Toy Story? Comment ne pas citer Monstres et compagnie, Les Indestructibles, Cars, tout ça. Bon, moi j'ai pas trop aimé Cars, mais le 1 est trop cool. Ça a eu un impact de fou. J'ai pas vu le dernier, mais il paraît que le dernier est genre légendaire. J'ai pas vu non plus. Mais c'est le 4? Je crois que c'est le Enfin, il y en a 4 ou il y en a 3? Je sais plus. Le 3. Je me rappelle qu'ils avaient teasé des trucs avec des covers où il y avait Flash McQueen qui se retrouvait en l'air, accidenté et tout dans les covers. Ouais. Les mecs étaient en mode, ouais, ça va être trop brosson. Mais je crois que justement la pub, elle est un peu trompeuse parce que ça arrive qu'à la fin du film, ça je crois. Il me semble, je suis pas sûr. Je l'ai pas vu, donc en vrai Cars, j'ai jamais vraiment accroché. Sinon, nos Pixar préférés. Les Indestructibles. J'allais dire soit ça, soit Monstres et compagnie. Monstres et compagnie, j'adore, mais les Indestructibles. Après, les Indestructibles, ça parle plus parce que c'est comics, super-héros, machin. Mais les Indestructibles, limite, j'aurais pu faire un épisode dessus complet, quoi. Enfin, vraiment, il y a trop de trucs incroyables. C'est clair. Vraiment, déjà les persos en eux-mêmes sont trop intéressants. C'est une refonte des 4 Fantastiques, mais avec vraiment une vibe beaucoup plus familiale que les comics, avec une vraie critique du monde du super-héros aujourd'hui. En fait, c'est toujours d'actualité, en fait, les Indestructibles. Ouais. Il y a toujours ce délire de qu'est-ce qui se passerait si les super-héros étaient dans notre univers aujourd'hui, qui est d'ailleurs, c'est aussi, et ça c'est un truc de fou, que ce soit autant bien avant, mais dans le 2 surtout, c'est littéralement un remake de Civil War. Donc ceux qui ont vu les films Avengers on voit peut-être pas le truc, mais dans les comics c'est littéralement ça en fait. Dans les comics Civil War, le délire c'est qu'il y a, je sais plus qui, c'est un personnage qui a buté plein de gens, un super-héros qui a buté plein de gens sans le vouloir, et à cause de ça, ça va créer une division, et du coup les super-héros vont devoir tous montrer leur gueule, et il y en a qui sont contre, il y en a qui sont pour, et du coup ça va créer une espèce de scission, il y aura plus de super-héros, il y aura des bagarres, des morts, des machins. Ah ouais. Les Indestructibles c'est ça, parce que les Indestructibles quand ça démarre, les super-héros sont plus d'actualité en fait. Ouais. Après le deuxième, après l'attaque de l'homme top, il y a plus les super-héros, enfin on décide de les révéler et les super-héros doivent revenir à leur état de civil et on refuse qu'ils se révèlent, et c'est même dans les premiers Indestructibles, c'est le sujet un peu du film, parce que les super-héros arrêtent de travailler au final. Ouais, parce que en vrai tu te dis c'est tellement une dinguerie le début des Indestructibles. Mais il est tellement hardcore. En fait, mais tu te dis jamais de la vie ça sortirait aujourd'hui avec les critères actuels. Jamais. Genre Disney mettrait un stop direct. Parce que pour ceux qui ont oublié, parce que ouais c'est bien de les souvenirs et tout, mais vous avez peut-être oublié quand vous étiez petit que littéralement les premières minutes du film, c'est Monsieur Indestructible qui fait son job de super-héros en sauvant quelqu'un qui saute d'un toit parce qu'il veut se suicider. Mais oui. Et qu'est-ce qui se passe après? Le mec il l'attaque en justice parce qu'il voulait mourir et que maintenant il est pas mort mais il est blessé de partout, il y a aucun os qui est en place quoi. Genre c'est incroyable. Et même les Indestructibles, je pense que c'est la première fois qu'il y a un film où le twist je l'ai pas vu venir. De qui est le méchant? Ouais, bah non mais pareil, mais après bon on était petits à l'époque, oui. mais en même temps maintenant, mais en même temps tu te dis waouh, genre mais Syndrome, mais quel méchant de fou malade. Mais en plus tu peux tellement relate. Mais oui. Mais Syndrome, il est incroyable ce méchant, il me fait trop peur. Il me terrifiait quand j'étais gosse. Non mais pareil, tu vois, tu dis il est tellement fort, genre il maîtrise l'un des plus grands super-héros que l'histoire ait connu dans ce monde avec un doigt. Mais oui, il est juste trop fort. C'est abusé, et tu peux tellement relate parce que tu te dis, c'est vraiment littéralement la phrase « ne rencontre pas tes héros ». Oui. Parce que tu vas être déçu au final. Mais c'est ça. Et j'ai vu, je crois que c'est ce matin en plus, j'ai vu ça, où j'avais jamais capté quand j'étais gosse, et j'ai vu un mec qui partageait sur les réseaux sociaux la scène de début, où du coup Buddy, donc on résume pas le film, flemme tout le monde. Oui. Bref, la scène de début où t'as Buddy qui parle avec Monsieur Indestructible, et qui lui dit ouais, je vais être ton pote et tout. Et en fait, t'as Monsieur Indestructible qui lui dit en pétant la gueule à Monsieur Mime là, il lui dit non petit, je travaille seul, laisse-moi tranquille. Sauf qu'en fait il est en train de travailler littéralement, en train de casser la gueule à un méchant. Donc oui, il dit au gamin casse-toi parce que tu vas me gêner, parce que t'es un jeune et tu me fais chier en fait. Genre ouais. Peut-être que si on s'était vu dans un autre contexte ça n'arriverait pas, tu vois. Et en fait quand Buddy raconte à Monsieur Indestructible en tant que Syndrome ce qui s'est passé, et bien on voit que dans ses souvenirs c'est alterné le truc, et en fait pour lui Monsieur Indestructible n'était pas en train de travailler et Monsieur Mime n'est pas dans la scène. En fait quand Monsieur Indestructible lui dit non laisse-moi tranquille, dans les souvenirs de Buddy il n'y a pas Monsieur Mime, et du coup c'est juste qu'il est parti à Monsieur Indestructible totalement normal,
Et en fait, dans sa tête, c'est comme si genre c'était un dialogue normal et il le gênait pas du tout en mission, il était pas en mission pour lui. Ah ouais, je m'en rappelle plus du tout. Et du coup, c'est lui en fait qui s'est créé lui-même ses souvenirs de Mission Impossible. C'est un gros connard en fait. C'est dingue parce que tu dis qu'il y a vraiment un travail de recherche de comment on se rappelle des choses. Mais oui, Genre c'est dingue. c'est fou. Mais quand on disait que Disney c'était mid et que l'histoire elle cassait pas trop patin un canard, bah là franchement, Franchement, Les Indestructibles, c'est une des meilleures histoires de Pixar, je trouve. c'est abusé. Et même les sujets, ils étaient mais méga dark. Moi, je me rappelle quand j'étais gosse, un truc qui m'a marqué des Indestructibles, c'est ce passage où Monsieur Indestructible est sur l'île et que, tu sais, il enquête sur l'espèce de robot et tout, Ouais. et il tombe dans le volcan, dans l'espèce de labo de recherche. Mhm. Déjà, première scène ultra badante, le moment où il se fait prendre au piège par les boules noires là. Ouais. Moi, ça m'a trop marqué. J'étais pas bien. Non mais ouais. Tu dis mais ce truc tu peux pas le retirer. Mais oui. T'es en stress parce que tu le vois galérer et avec la musique derrière en plus. Mais ouais, Wow. ça faisait trop peur. Et autre scène, du coup, le moment où il se planque et tout, et il tombe dans l'espèce de grotte, et il découvre le labo de recherche, et qu'il appuie sur le bouton et mort. Tel héros, mort. Et là, il bip, tac, 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 tel héros, éliminé. Mort. Lui, mort. Gazerbeam, mort. Et t'es genre... Mais comment ça, en train de dire qu'il a juste génocidé les super-héros? Et quand j'étais devant mon écran et que j'étais gauche, j'étais genre... Mais comment c'est possible que le méchant a génocidé les super-héros? C'est une folie. Ça m'avait trop marqué quand j'étais gosse. Et ce genre de truc, ça sortirait plus dans la Disney d'aujourd'hui. Non mais c'est sûr et certain. Mais en vrai, je pense j'étais trop petit à l'époque pour comprendre cette scène-là parce que moi j'étais genre... Enfin, je comprenais, je pense qu'ils étaient morts, mais j'étais genre, mais il se passe quoi en fait? Mais oui. Qu'est-ce qui se passe? Mais je crois que quand j'étais gosse et que j'ai vu Les Indestructibles, j'avais cette sensation de regarder un film qui était pas de mon âge. En vrai, ouais. Tellement les sujets En vrai, étaient vachement plus dark et tout, tu sais. Je me sentais pas en train de regarder un bon film. Enfin, un bon film. Si, j'en ai un excellent film, oui, mais clairement, oui. je me sentais pas devant un film qui m'était destiné à moi, tu vois. Et ça m'avait fait un effet de fou. Et vraiment, pour moi, Les Indestructibles, c'est genre, je pense que c'est le film d'animation qui m'a genre vraiment marqué et donné cet amour des super-héros, tu vois. Parce que vraiment, Les Indestructibles, c'est... En fait, ça respecte tellement fort l'univers des comics en général. Enfin, c'est vraiment une histoire de super-héros qui pourrait arriver dans un Batman ou un Superman, tu vois. Ouais. Et je suis sûr que ça a pioché plein de trucs dans d'autres comics. Parce que par exemple, cette histoire de génocide de super-héros, et ben c'est très inspiré du comics La Tour de Babel, qui est un comics dans lequel Batman se retrouve... En fait, on pirate le Bat-ordinateur de Batman, et toutes les notions, enfin les plans qu'il avait créés pour buter les super-héros s'activent tout seul. Et en fait, Batman est incapable d'arrêter son Bat-ordinateur et il va buter petit à petit tous les plus grands super-héros de la planète. Wow. Et je suis sûr que c'est inspiré de ce genre de comics, tu vois. Ah ouais. C'est vraiment une histoire de comics classique qui pourrait arriver en vrai, en fait. Ouais. Ils ont respecté les codes à mort. C'est trop intéressant. Et en plus, ils ont rendu hommage à énormément de groupes de super-héros différents. Enfin, pour moi, c'est une lettre d'amour aux comics, hein, Les Indestructibles. Ouais. Il y a vraiment... c'est trop bien, c'est trop bien. Ouais, mais Frozone, Ouf. super saut de fou. Ouais. Franchement. J'adore la scène où tu sais, ils doivent arrêter des gens, je crois, ils doivent braquer une banque. Oh oui. Non, Je bois juste un verre d'eau. un verre d'eau. Le mec qui frise. Non mais. Ah, c'est incroyable, il y a trop de scènes cultes. Non mais vraiment. Ça fait partie de ces films où chaque plan, tout ce que tu te rappelles du film, c'est toujours culte. Où est mon super costume? Where is my super suit? C'est trop incroyable. Ouais. Et moi je pense que c'est ce qui a porté préjudice aux Indestructibles 2. Parce qu'ils ont voulu faire une redite du 1. C'est la même chose que le 1, sauf que le perso principal, et ben, c'est Elastigirl au lieu de Monsieur Indestructible. Ouais. Est-ce que t'avais fait le lien ou pas? Je l'ai vu dans une vidéo, je crois, mais j'avoue que moi j'ai bien aimé le 2. Ah, j'ai bien aimé le 2. Mais pour moi, il est clairement pas au niveau du 1 parce Oui, que bah, c'est j'étais genre, mais en fait, j'ai tout vu venir d'affilée. Oui. Et il est beaucoup plus, je trouve, grand public. Comme on disait, Disney qui se Ah ramollit. ouais. Hein, Le seul truc où ils se sont tapés un kiff, c'est quand ils ont fait un gros plan sur les fesses de Elastigirl quand elle se monte sur la moto. Et la Stiboule. Elastiball. Ah, mais tu vois, quand on en parle, j'ai envie de le revoir. Genre, Ouais. c'est clairement mon Pixar préféré. Mon Compagnie est incroyable, hein. J'attends Mon Compagnie. Oui.
Les Indestructibles pour moi c'est tellement au-dessus. Et puis Oui. c'est la DA du générique en 2D Oh là là. avec toutes les formes dessus. Tout, Oh c'est là trop, là. c'est trop beau, c'est trop incroyable. Genre vraiment. Oui. Tout est fou furieux dans les Indestructibles. Absolument. Non vraiment c'est au-dessus de tout pour moi. Genre c'est trop bien. Mhm. Ouais. Et puis en plus ça tacle des sujets genre de famille et tout genre Des sujets de société de fou. Hein. ouais, et puis bah, tu te dis c'est des super-héros mais c'est aussi une famille et ils ont des problèmes de famille Oui. comme tout le monde. Mais oui. Et c'est dingue et genre ils sont dans des situations que même nous on pourrait pas s'imaginer genre quand Monsieur Indestructible doit sauver sa famille qui sont tous accrochés à des trucs électrifiés là. Tu dis c'est pas possible mais tu t'identifies parce que tu te dis c'est une famille. Un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'ils ont réglé un problème que beaucoup de gens citent dans les comics de super-héros en général. Ils ont buté le méchant. Parce que tu savais très bien que dans un comics classique, laisser en vie un super vilain qui a juste génocidé tous les super-héros, bah c'est une très mauvaise idée. Mhm. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'était détourné. Parce que les super-héros le laissent en vie en vrai. Et juste c'est lui-même qui court à sa propre perte et qui se bute tout seul. En vrai. Tout ça à cause d'une cape. Tout ça à cause d'une cape. Et oui, retenez bien ce qu'elle dit. Edna. L'autre, Edna. J'ai oublié son nom. Pas de cape. Non, c'est fou en vrai, c'est. Ah, c'est- J'ai l'impression que je t'ai convaincu quand t'as dit Monstre et compagnie ou Indestructible. Ouais. Parce qu'en vrai, tu vois, je pense que j'avais jamais eu cette réflexion. Ah ouais. Ouais, et y réfléchir comme ça, à en parler, tu te dis non mais il y a tellement de trucs Il y de a fou. trop de trucs de fou dans Indestructible. Enfin, Je suis même choqué que ce soit vraiment un truc affilié à Disney. Ouais, mais en fait, moi, j'arrête pas de me dire que c'est un film. Bah après, quand il est sorti, c'était déjà Disney, je sais plus. Bah, c'était suis pas Pixar, sûr. mais Pixar avait déjà été racheté. Ouais, j'étais pas sûr si c'était déjà racheté ou pas. C'était racheté au début des années 2000, je Mais crois. ça a eu trop de. Pour moi, ça a eu trop d'impact sur mes visionnages et sur ce que je kiffe en général de tout type. Mhm. Genre, ça m'a vraiment marqué de fou. Et je trouve que c'est un meilleur film de super-héros que la plupart des films du MCU actuellement, tu vois. C'est peut-être un peu une hot take, mais je trouve que ça respecte en vrai, vachement plus le produit de base, tu vois. Franchement, je pourrais pas te contredire parce que moi, je suis pas enfin, je suis pas vraiment Calé comics. calé super-héros, comics, tout ça. Et pourtant, les Indestructibles, c'est vraiment le truc de super-héros que je peux regarder n'importe quand. Hein. Bah, en fait, je trouve que. Tu me mets devant un Marvel, je rage quitte. Oui, mais là, non. bah, parce qu'en fait, justement, je trouve que Marvel raconte pas grand chose en vrai. Tu vois, il y a pas Mhm. de fond derrière. Et c'est du coup oublier le concept de base du comics où quand tu suis un super-héros, en fait, le truc qui rend fun un comics, c'est que c'est des gens qui sont des super-humains mais qui ont en vrai des problèmes D'adultes. d'adultes, des problèmes plus de société, tu vois. C'est pour ça que Spider-Man est autant apprécié, c'est parce que Spider-Man, en vrai, c'est un super-héros et tout, mais en vrai, il a des problèmes de lycéen, tu vois. Ouais. Et Indestructible a compris ce concept-là et l'a adapté en faisant un film pareil. Exact. Et c'est trop bien en fait. En fait, c'est un film avec des sujets d'actualité, des sujets de fou, des sujets trop intéressants, qui a compris son sujet de base, qui a compris ses thématiques, qui a une DA de fou aussi. Les Indestructibles, c'est trop beau et Vraiment. vraiment, je trouve que ce film n'a pas pris une seule ride, contrairement par exemple à Toy Story 1, qui en vrai aujourd'hui, alors attention, c'est resté dans le top très Oui, longtemps, Oui. mais je trouve qu'aujourd'hui, ça a pas ça superbe, mais en même temps, C'est clair. GG à lui parce que ça a quand même tenu un peu plus de 20 ans. C'est sûr. Enfin, vraiment, c'est trop incroyable, il y a trop de trucs de fou. Ouais. Et en fait, je pense que ce qui rend les Indestructibles aussi toujours beau au niveau de sa DA, c'est justement le fait que je trouve qu'il a une DA vachement plus sombre que les Pixar d'habitude. Même en termes de colorimétrie, c'est plus gris. Je sais pas si tu t'es déjà rendu compte. Quand je revois les Indestructibles maintenant, je me rends compte qu'en fait c'est beaucoup moins coloré que la plupart des films de Pixar de maintenant. Je pensais pas, parce que je me dis, tu vois, ils ont les costumes rouges, etc. Ouais. Il y a des forêts luxuriantes bien vertes. Ouais, je suis d'accord, mais c'est vrai que. tu vois, remets-toi en tête un peu les décors. Ils sont assez sombres. Oui, bah moi je me rappelle. Oui, bah. En fait, ça fait très Batman. Ça fait très Batman dans la DA, Ouais. je trouve. En fait, je me rappelle. C'est vrai, il y a beaucoup de scènes qui me viennent en tête. Genre le moment où
et la Girl se met en mode bateau et puis il y a Oui. Flèche qui fait le Oui, hors-bord il y a- derrière. il y a plein de passages Ouh. un peu cartoon, what the fuck comme ça. Ouais, mais genre derrière c'est le crépuscule. Ils arrivent Oui, sur ça. l'île, c'est la nuit. Et, la scène de la grotte, la scène où ils sont dans le repère de... Oui, oh, ce plan de fou avec la lave qui s'ouvre et tout. Oh Et- là là, c'est incroyable. Ça c'est l'une des premières scènes de tension que j'ai vues de ma Oui. vie où j'étais genre comme Oh, ça, genre, ouais. j'étais à cran au moment où il court Ouais, et il c'était passe à ça de incroyable. la lave. T'es genre Ah, waouh. vraiment, non, c'était fou. Et tu vois, en fait, la DA est vachement plus Bresson. Exact. Et du coup, je pense que ce côté un peu vieillot, enfin dans l'animation et tout, ben c'est beaucoup mieux planqué parce que ça joue avec cette DA et le côté vraiment Bresson. C'est un film de Pixar Bresson de fou. Mhm. En fait, c'est trop bien, c'est trop bien. Et c'est en vrai, je viens de me rendre compte d'un truc, mais qui est fou, c'est que on n'a jamais eu de suite avant le film d'il y a quelques années. Mais la vraie suite de base, c'est un jeu vidéo. Oui, je l'ai joué aussi. Et c'est C'était dingue. trop bien. Genre c'est dingue de se dire que pour savoir la suite du film, tu dois jouer à un jeu. Genre, Oui. c'est dingue. J'avoue que je m'en rappelle plus, mais Bah le gros méchant c'était l'homme top et genre je me rappelle des premiers niveaux où tu devais te battre dans ces forteresses et tout Mhm. et il était en coop, je l'avais joué avec mon père. ok. Je me souviens, j'avais joué avec mon père. Trop bien, ça. C'était trop bien. Et même le jeu classique et l'indestructible était vraiment fun parce que tu pouvais jouer avec tout le monde et tout. C'était incroyable, genre vraiment. Et je comprends pas pourquoi il y a eu autant de temps avant d'avoir une suite d'ailleurs aux indestructibles. Hein, je Mm. comprends vraiment pas. Ouais, je comprends pas non plus. Mais parce que à l'époque, c'était pas basé sur les suites comme aujourd'hui. C'est clair. Puis après, le film se suffisait à lui-même en plus. Oui, c'est sûr. Mais quand t'es petit, tu te dis, moi, je veux voir la suite. Oui, c'est vrai, tu veux toujours voir la suite. Mais c'est vrai que quand tu grandis, tu te dis, ouais, en fait, y a pas besoin de suite. Et je viens de réaliser que deux de mes films de super-héros préférés, c'est pas du tout des films basés sur des vrais super-héros à la base. C'est Les Indestructibles et Megamind. Et en vrai, c'est des films qui sont pas du tout inspirés de vrais trucs, mais qui ont, je trouve, beaucoup mieux compris leur sujet que les films qui adaptent les comics à la base. Ouais. C'est vrai, c'est marrant. Genre DC Comics et puis Marvel, vous pouvez aller vous rhabiller. Ah, vraiment, mais vraiment, hein, inspirez-vous de ces films-là, hein, parce que ça met tellement une branlée à tout ce qu'ils ont fait. Bon, après, il y a des Marvel qui sont incroyables, des DC qui sont incroyables, hein, mais sur tout Non, ce oui, qui c'est sortent sûr. tout le temps, ils peuvent pas faire des trucs de fou. Alors que là, comme c'était one shot, bon, en fait, c'est ça l'idée, c'est que c'est du one shot. Mhm. Regarde, Joker, c'était fou parce que c'était un one shot. Ouais. The Batman, c'est fou parce que c'est du one shot. Ouais. C'est pas dans un univers Défini. défini, tu vois. Donc du coup, je t'ai convaincu. Au final, Bah ouais, c'est hein. Indestructible ton préféré chez Pixar. Ouais. Non. On peut pas détrôner Planes 2. Je comprends. Les avions, c'est trop incroyable. Ouais, mec. De toute façon, qu'est-ce qui a tué l'autre là? Un avion. Donc bon. L'autre, de qui tu parles? Quel avion a tué qui? Je sais qu'on est au début des années 2000, mais bon, quand même, hein. J'avais oublié son nom là. Buddy là. Ah, syndrome. Je te jure que premier degré, j'ai pas compris. Waouh. C'est pas possible ça, hein. C'est une belle manière de finir ou tu vas en faire un dernier? Moi, je suis chaud à faire un dernier si tu veux. Vas-y, en espérant qu'ils soient pas extrêmement longs. Pip, 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 pip. Il tire le sujet, il déplie le sujet. Et ça nous fait du... Ça va être ultra rapide parce que je sais pas pourquoi je l'ai foutu dedans. Trop bien. Dragon Quest. Bah parce que t'adores Dragon J'aime Quest. beaucoup Dragon Quest, mais y a pas grand chose à dire. Dragon Quest, un RPG qui date déjà un petit peu de... Ouais, je sais plus. longtemps, Je crois hein. que c'est dans les années 70, peut-être. Waouh, tu vas remonter un peu loin, je pense. Je monte un peu loin. Je pense que ça doit être fin 80, début 90. Possible. Dragon Quest qui est un peu dans la même lignée que Final Fantasy, qui est vraiment... Bah, c'était avant Final Fantasy. Hein. Ah ouais? C'était les premiers hein, dans Ok. le genre. Ok. Et qui a la particularité d'avoir été designé par Akira Toriyama. Le Lui-même, mec. mais pas sur les premiers, je crois. Bah si c'est vieux, ouais, je pense pas. Dans mes souvenirs, il était sur le truc à partir du 3 ou 4. Toriyama. Ah ouais? Parce que Oui. je sais qu'il avait aussi bossé sur pour la DA d'un jeu, du coup Chrono Trigger à l'époque Il sur a fait Super Chrono Trigger. Nintendo. Il avait fait aussi un jeu qui là va
je pense qu'il y a des gens, je vais leur raviver des souvenirs. Il avait fait la DA de Tobal. Ah ouais. Tu connais pas Tobal? Tu m'en avais déjà parlé. J'ai déjà parlé, et voilà. je l'avais acheté à Easy Cash. On me l'avait volé à l'époque. Bien ça. Quand j'étais sur le PS1 et c'était un concurrent à Tekken. Ok. Qui a totalement disparu du coup Qui des a radars. totalement disparu des radars et c'était fun. Et donc oui, Dragon Quest, qu'est-ce que c'est? C'est l'histoire. En fait, Dragon Quest c'est marrant parce qu'il y a 15 jeux. Non, je vais super loin, il n'y en a pas 15, il y en a genre 13 12 ou 13 je crois. Oh, c'est déjà pas loin du 15. Hein. Mais en fait, je sais qu'il y a un 15 qui en repart. Enfin, en fait, c'est un peu un bordel parce que maintenant qu'ils ont mis à faire du online, il y a des trucs un peu différents dans la chronologie et tout. Mais je crois que les jeux officiels, il y en a genre 12 ou 13. Exactement. Et du coup, c'est toujours la même histoire en vrai. En fait, Dragon Quest, ça brille pas par son scénario, c'est toujours la même chose. Ouais. C'est un élu. Il est genre, il est dans un village. Il est tout seul. Oh. Et il est triste. Et puis, en fait, il y a le mal. Non. Si, il y a le mal. Il vient et il dit, je vais faire le mal sur la terre. Non. Je vais tout casser. Je vais tout casser. Je suis CF. Ok. Bah moi je vais te niquer ta. Exactement. Et du coup, le héros, il a besoin de forger une épée sacrée pour casser la gueule du méchant. Il va réunir une équipe et puis avec son équipe et son épée sacrée, il va lui casser la gueule. Bien ça. Voilà, c'est le scénario de tous les Dragon Quest. Même si avec le dernier, il y a eu un petit twist que je spoilerai pas du coup. Dans l'histoire et dans la chronologie des Dragon Quest. Et en vrai, je sais. En fait, si. Je vais dire, je sais pas pourquoi j'aime tant Dragon Quest, mais si je sais pourquoi j'aime tant Dragon Quest. Par contre, je sais pas pourquoi j'aime toujours autant Dragon Quest. Parce que c'est toujours la même chose en fait. Bon, après, il y a beaucoup de jeux où c'est toujours la même chose. Hein. Ouais, mais là, c'est vraiment toujours la même chose. Genre, que ce soit en termes d'histoire, de DA et tout. Mais c'est super beau, je sais pas. C'est un JRPG qui a cette ambiance de good vibe à chaque fois que tu joues. Tu sais, c'est ce jeu où quand tu le lances, t'as toujours le petit sourire, t'es genre, ah putain, c'est vrai que c'était cool et tout. Bah ouais, avec la musique est folle, la générique. C'est incroyable, c'est incroyable. Je pense que je vois ce que tu veux dire, parce que moi j'ai jamais joué, mais j'ai ce souvenir d'un CD, parce qu'à l'époque, on n'avait pas internet, et du coup, le seul moyen d'avoir les vieux, putain, Maxime. Exactement. Pour avoir un aperçu des prochains jeux qui allaient sortir, on avait quoi? On avait des CD qui venaient dans des magazines de jeux vidéo. Du coup, moi j'avais toujours les mêmes CD que je remettais en boucle. À chaque fois, je voyais Dragon Quest, je crois que c'était le 8 sur PS2. Le meilleur. Bah voilà. C'est le meilleur. Et à chaque fois, je voyais le gameplay, je me disais que c'était beau, c'était coloré, c'était cool. C'est trop bien. Il y avait les blobs bleus là qui leur sonnaient avec et puis ouais, juste c'était beau, c'était coloré, moi j'aimais bien. J'aimais juste bien au visuel. J'ai jamais joué, mais ouais, mais voilà. c'est ça en fait, ça a su adopter une DA qui rend le jeu trop attrayant et t'as trop envie de voir la suite. Ouais. Et même si tu connais, en fait, c'est tellement cliché que tu sais très bien ce qui va se passer, tu sais qui est le traître dans l'équipe, tu sais le méchant comment ça va se finir, tu connais les boss fights et tout. Mais tu kiffes et t'as quand même envie de savoir la suite parce que t'es trop dedans et tu t'attaches au personnage et à la DA et c'est trop cool, c'est trop cool. Vraiment, Dragon Quest, c'est incroyable. Il y a vraiment trop de trucs de fou dans Dragon Quest et je le conseille vraiment aux gens qui sont toxiques au tour par tour, qui disent genre pas tour par tour parce que c'est chiant, tu t'ennuies et tout. Ça c'est moi. Et ben voilà, et ben en vrai Dragon Quest a ce truc de ok c'est un tour par tour mais j'ai cru que t'allais dégueuler sur la table là. Ça aurait été 4 fois aujourd'hui, ça aurait été bien. Du coup, il a sa, je sais plus ce que je disais, du coup, elle a DA et tout machin. Mais tour. Oui, ça, il a ce truc de, ok, du tour par tour, mais il y a quand même un côté intéressant à vouloir jouer en tour par tour parce que il y a toujours un petit twist dans chaque jeu qui rend le tour par tour un peu plus intéressant que d'habitude. Et non, c'est vraiment très très fun et j'aime beaucoup la direction artistique, les couleurs, l'ambiance générale, les musiques. Pour moi, les musiques Dragon Quest, mais genre c'est des classiques intemporels. C'est trop bien, ça tue sa mère. Et en vrai, si on peut faire un petit hors-sujet sur les produits dérivés, il y a eu le film qui est sorti il y a quelques années qui était vachement bien sur Netflix. J'en avais aucune idée. C'est un film en 3D avec une DA un peu à la... Tu sais, le film Albator, qui était un peu réaliste. Ouais. Qui avait vraiment une DA en photosynthèse très cool. Photosynthèse. Ouais,
ouais, exactement. Pour les plantes, Je suis fatigué, je sais plus ce que je raconte. photoréalisme. peut-être. Photoréalisme, voilà, c'est ça. Et bah du coup c'est la même DA qui est vraiment très très top et qui est cool et qui a ajouté un petit truc en plus de brisage de quatrième mur qui est vraiment fun. Ah ouais. Ouais. Il y a les mangas qui sont sortis aussi que je suis en train de lire en ce moment. Dragon Quest, la quête de Dai, qui est du coup le classique de Dragon Quest en manga. Qui est cool, mais j'avoue que je suis un peu déçu. Mais en même temps, je pense être déçu parce que. C'est toujours la même chose. Non, c'est pas ça. C'est que c'est. Attention, ce que je vais dire est réel. Et je jure solennellement que je ne suis pas un faux Stain. C'est trop shonen pour moi. Uh-huh. Je sais que c'est fou que moi je dise ça, mais. Mm. C'est à un point où c'est vraiment en mode. Le héros arrive dans une ville. Il y a un méchant, tout le monde galère à le buter, le héros se pointe, il galère à le buter 2 fois, 3 fois, 4 fois, le méchant tape son ami, du coup il fait « Ah, tu touches pas à mon ami !» Il sort une épée, il bute le méchant, hop, tout le monde est content, on fait un buffet, on va à la prochaine ville, il y a un nouveau méchant qui arrive, personne n'arrive à le buter, c'est la même chose en boucle. Ouais, Et en fait, je m'endors en lisant Dragon Quest, la quête de Dai. bien ça. J'avoue. Par contre, le truc que je peux pas lui enlever, c'est le fait que ce soit un classique. Et ça se sent. Genre, il y a vraiment des codes, genre tu lis Dragon Quest, la quête de Dai, tu fais genre... Ok, je reconnais, ça c'est Dragon Ball, ça je connais, c'est DBZ, ça. Tu vois, tu fais, ah ok, ça je connais, ça c'est Bleach, ça je reconnais Bleach. Vraiment, tu vois, ça a posé les bases de plein de mangas. D'accord. C'est cool. Et c'est quand même assez fun à lire, les blagues sont rigolotes et tout. Et je suis pas archi convaincu, par contre c'est super beau. Super beau la quête de Dai. Voilà, après je sais qu'il y a eu Emblem of Roto que j'ai pas lu, mais pareil que c'est vraiment lourd. Je sais plus ce qu'il y a eu d'autre encore. Enfin, en fait, il y a eu plein de produits dérivés de Dragon Quest. Bah écoute. Globalement, la plupart sont cool. Ah. Dragon Quest Monster Joker. Est-ce que tu y as joué? Alors, pas du tout. Oh mec. C'est un classique de chez classique. Je connais même pas l'existence. Tu connais pas Alexandre Dragon Quest Monster Joker? Il y a une version sur Switch si tu veux l'essayer. C'est trop bien. C'est Pokémon dans l'univers de Dragon Quest. Ah oui. En fait, ouais, t'es un chasseur de monstres qui débloque une manière de choper des monstres et de les faire se battre entre eux, et tu peux aller chasser des monstres Dragon Quest. Ok. Mais il y a tellement de trucs qui font que c'est mieux que Pokémon quand ils jouent. Ah ouais. Ah ouais, non, mais la manière de chasser les monstres était trop fun, c'était sur DS à l'époque. La manière de chasser les monstres était trop fun. L'univers était trop cool. Il y avait un vrai scénario. Parce qu'évidemment, dans Dragon Quest, il n'y a pas de badge Pokémon à trouver et tout. Donc en fait, il y avait un vrai scénario intéressant avec une vraie quête du héros et de vrais méchants et de vraies raisons de chasser les monstres. C'était trop bien, c'était trop cool. Monster Joker, c'est incroyable. Très bien. Et j'ai plus ma Switch et j'hésitais à me racheter une Switch exprès quand j'ai su que Monster Joker ressortait sur Switch. Juste pour y jouer. T'achèteras la Switch 2. Je prends la Switch 2 et puis comme ça je pourrais jouer dessus sur la Switch. Très bien. Voilà. Et tu pourras jouer à Dragon Quest Builder. Allez, on s'arrête là maintenant, c'est bon. Ok. Alors, bah, mot de la fin peut-être? Ou tu veux étoffer un peu sur Dragon Quest? Poivron. Carambole.